Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture pour parler d'un repas local, chic, pas cher et bas carbone. Je vous en dirai plus dans quelques instants, mais je vous présente tout d'abord nos invités. Richard Ramos, bonjour. Bonjour. Député venu tout droit du Loiret. À vos côtés, Stéphane Linou, consultant alimentation et sécurité. On aura l'occasion d'en reparler. Bonjour. À ma droite, donc Emmanuel Binder, donc. Bonjour, chef de cuisine. Chef de cuisine. Étoiles de la Banque alimentaire de l'Isère. Et en Alsace, on ne dirait pas Binder, on dirait Binder. Ah, rien à voir, voilà. Et à vos côtés, Frédéric Marchand, sénateur Du Nord. Du le plus Nord. beau département de France. Voilà, des Hauts-de-France, exactement. Alors, un repas local, chic, pas cher et maintenant bas carbone, c'est quoi, Stéphane? Chesa che lo bestio. En fait, c'est tout simplement un concept que j'ai inventé. Tout simplement, c'est une manœuvre pompier. On se fixe une limite, moins de 51 km autour de l'assiette pour l'approvisionnement alimentaire, très très bien présenté, et moins de 9,50 € par personne, coût matière, mais correctement payé au producteur. Et moi j'arrivais le pinard. Et à moins de 1,6 kg d'équivalent carbone par personne. 1,6 kg c'est quoi? C'est tout simplement la ration carbone qu'on est censé respecter si on respecte les accords de Paris. Le truc qu'on a signé en 2015 mais que personne n'est venu expliquer. Donc je me suis dit, comme en France on comprend les choses qui ne sont déclinées que dans l'assiette, on va voir à quoi ça peut ressembler. Et là, l'enjeu, c'est de savoir ce qu'on a et ce qu'on n'a pas sur le territoire. Savoir que, très concrètement, si on transforme les meilleurs alliés des producteurs, c'est qui? Ce sont les gens qui cuisinent, parce qu'on achète au juste prix. Et une question de sécurité civile, parce que nos territoires sont sous perfusion alimentaire et n'ont que 2% d'autonomie alimentaire, c'est-à-dire que 98% de notre assiette est constituée de nourriture qui arrive par camion, par flux, qui sont tout simplement vulnérables. Donc l'objectif, c'est pas de dire on va faire tout à 100%, mais entre les 2% actuels et les 100% qu'on n'atteindra pas et qui ne sont pas forcément souhaitables, il y a de la marge et c'est une question de sécurité collective. C'est bon pour l'économie, l'écologie, le lien social, l'aménagement du territoire. C'est quoi la finalité? C'est pédagogique? C'est de montrer que c'est possible? C'est quoi? C'est tout ça. C'est de, en fait, sortir quelque part de notre ébriété énergétique qui a fait qu'avec l'énergie abondante et pas chère, on a oublié notre géographie. Et on imagine un confinement de 51 km et là on se rend compte de ce que nous avons, de ce que nous n'avons pas et de tous les maillons du microbiote alimentaire territorial qui n'existe pas actuellement, que l'on a détricoté, qu'on en a fait mourir pour justement avoir de la stabilité sociale et donc de l'ordre public s'il y a des dysfonctionnements sur les circuits longs. Et donc, on est passé pas loin. Pédagogique. Et on est passé pas loin lors du Covid. Exactement, et j'avais imaginé une cyberattaque venant d'Ukraine dans le cadre de mon étude. Voilà. Frédéric Marchand, quel regard vous portez sur cette démarche? Un regard plus qu'intéressé avec Stéphane. D'ailleurs, maintenant, nous sommes des compagnons d'aventure puisque moi, j'ai été missionné par le gouvernement pour rendre un rapport sur les projets alimentaires territoriaux. Et le mot est lâché, territorial. Puisqu'à un moment donné, je pense que la reterritorialisation des systèmes alimentaires, c'est une réalité, un vrai travail sur lequel il faut se pencher. Et toutes les initiatives qui vont en ce sens sont effectivement les bienvenues. Et ce que fait Stéphane, c'est la démonstration qu'on peut faire des bons repas avec des bons produits qui viennent du territoire sans forcément effectivement tendre vers l'autarcie à 100% qui n'existe pas. Moi qui habite dans le département du Nord, j'aurais toujours envie de boire du café. La chicorée c'est sympa, mais le café c'est bon aussi. Mais faire en sorte effectivement qu'on retrouve le goût des bonnes choses, le goût des choses assez simples finalement à faire et qui sont la démonstration qu'on peut bien manger à un coût qui est tout à fait raisonnable. Et à coût raisonnable, ça résonne aussi en ce moment. Il faut que je vous signale quand même qu'on a fait un reportage la semaine dernière chez le premier producteur de café en métropole. Donc le réchauffement climatique permet d'avoir maintenant du café et du thé. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais bon. Et Richard Ramos, quel regard vous portez sur cette démarche? C'est forcément une démarche qui est bonne aujourd'hui. On marche sur la tête en allant chercher des produits qui sont très très loin alors qu'on les a au pied de chez nous. Et donc ça c'est très important, mais on est au salon de l'agriculture. Il faut aussi qu'on arrête de mettre des contraintes à nos paysans français et d'importer des produits qui n'ont pas les mêmes contraintes. Et donc finalement, quand on va aller chercher le produit au pied de chez soi, j'ai envie de dire, on aura des produits dont on connaît la relation. Parce que d'abord manger, c'est pas que mettre des calories entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Manger, c'est raconter d'abord un terroir. On ne mange pas tout à fait pareil dans le Nord qu'on mange dans le Sud ou moi dans le centre de la France. C'est des tours de main. C'est des tours de main ancestraux et donc c'est une géographie. Les poissons de Loire ne sont pas les mêmes que les poissons de Dieppe
Et donc, manger local, c'est raconter qui je suis, qui on est. Et donc, c'est reprendre la maille avec l'histoire. Et donc, ça, c'est formidable parce que finalement, pardon de le dire de temps en temps, je le dis, la grande distribution a mis un gouffre entre celui qui produit et celui qui consomme. Et re-regarder localement, c'est regarder finalement qui nous sommes. Et dans ce monde qui est un peu perturbé, la quête de sens, la quête de ce que je mange, c'est la quête finalement aussi d'une histoire. Alors, il ne faut pas manger que du local. On a le droit de manger quelques produits qui viennent de plus loin parce que je ne peux pas les produire, évidemment. Et ça, c'est très important. Et on s'aperçoit également que quand on mange local et qu'on recuisine, eh bien, on peut manger au juste prix, c'est-à-dire à un prix qui est abordable. Attention, attention, il faut aussi se dire qu'il y a à peu près 20 ans, on dépensait 20% du coût du ménage pour manger. Aujourd'hui, c'est 11%. On ne peut pas non plus ne pas manger pour pas cher. Avant, moi je suis un fils d'ouvrier dans la cité, quand on mangeait des produits un peu nobles, la viande, c'était qu'on était dans une espèce d'ascension sociale. Et donc manger, c'était acquérir une ascension sociale. Le problème aujourd'hui, c'est que l'ascension sociale, c'est les baskets customisées, c'est le portable et c'est les écrans plasma. Et donc il faut remettre l'alimentation comme un élément qui est constitutif de la société. Et donc je trouve que aller chercher le bon équilibre entre le produit local et le juste prix, et aussi le juste prix, et je pense à la banque alimentaire qui est en face de moi, pour les plus humbles. Il ne peut pas y avoir deux alimentations en France. Autrefois, les riches mangeaient de la viande, les pauvres mangeaient des légumes. Aujourd'hui, les bobos que nous sommes ou que nous ne sommes pas, on mange des légumes et les pauvres mangent de la mauvaise protéine. Et donc, il ne faut pas construire deux alimentations. Il faut la même alimentation, saine, sûre, durable et sincère. Et elle doit être accessible aux plus humbles comme ceux qui ont plus de moyens. Il y aura des produits luxueux qui ne seront pas abordables. C'est un autre sujet. Mais sur les produits de base, on doit avoir des produits sains et pas trop transformés. Merci. Emmanuel Binder. Alors, expliquez-moi un peu votre quotidien au sein de la Banque Alimentaire. Alors, je voudrais juste revenir sur ce que j'ai entendu, et c'est très intéressant. Et nous avons la Banque Alimentaire, et surtout en Isère, avec la cuisine 3 étoiles solidaire, une approche qui finalement n'est pas si différente que la vôtre. C'est-à-dire que nous, on part de ce constat que la GMS, les professionnels pour la restauration, ont des surplus qu'ils ne peuvent pas vendre. Et bien nous, on va les récupérer. Donc on a un cercle vertueux, on les récupère, on va les cuisiner et ensuite on va les redistribuer aux gens les plus démunis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on arrive à donner à des gens démunis des plats à moins d'1 euro par personne. Et ça, c'est extraordinaire. Et de qualité, puisque avec 40 bénévoles, nous cuisinons. Cette année, l'année 2022, nous avons cuisiné plus de 23 tonnes de viande. Si on n'avait pas été là, ça aurait été mis à la poubelle. Donc voilà, c'est un cercle vertueux qui permet aujourd'hui pour ces gens démunis de pouvoir bien manger. Et ce que je disais tout à l'heure en aparté, c'est que si on fait le bilan carbone pour fabriquer ces 23 tonnes, c'est plus de 400 tonnes d'effets de gaz qui seraient jetés cruellement. Et ben nous, on va les récupérer, on va les retravailler pour que justement on puisse donner à manger aux plus démunis. Oui, mais vous avez dit un peu, vous avez redit ce qu'a dit M. Ramos, c'est-à-dire il y a des bénévoles, 40, il faut cuisiner, c'est ça? Oui. C'est pas des plats cuisinés. Ah non, non, on cuisine. On cuisine. Des plats qu'il faut cuisiner. Tout à fait. Grâce à ce qu'on appelle la liaison froide, puisque les viandes que l'on va avoir, on va les monter à plus de 63 degrés, on va les mettre en barquette, les operculer, les refroidir, et grâce à ça, c'est le miracle de tous les jours qu'on fait, on redonne 5 jours de vie aux produits, donc on peut ensuite les distribuer. Alors vous savez qu'il y a un débat citoyen là tout à l'heure à 18h sur Open Agri-Food qui veut essayer de remettre des cours de cuisine à l'école ou mettre des cours de cuisine, mais pour tout le monde en élémentaire, plutôt en partant du principe plutôt que de payer des frais de la Sécu pour contrer le prédiabète qui explose, enfin tous les problèmes derrière de santé, ce serait peut-être pas idiot de prendre des cours dès l'école pour mieux manger, surtout pour mieux cuisiner. Après, apprendre à cuisiner. Bonne ou mauvaise idée? C'est une très bonne idée. Moi, vous savez, avant d'être député, j'ai également une maison d'édition pour enfants pendant près de 20 ans. Et j'ai édité un journal pour enfants qui s'appelait Feuille de chou, qui pendant 17 ans tirait entre 600 000 et 1 million d'exemplaires. Et donc j'ai arpenté les écoles. Il faut apprendre en faisant. Il faut arrêter de dire aux enfants, il faut que tu manges comme ça et comme ça. Il faut faire. Nous-mêmes, quand on a le souvenir d'un bon plat,
c'est qu'on l'a vu faire par sa maman, par sa tati, par sa grand-mère. Et donc c'est en faisant qu'on apprend. C'est pas par des cours théoriques de je vais te culpabiliser en disant ça c'est un bon produit et c'est un mauvais produit. Et donc je pense que les cours à l'école, et je repense à Jacques Puiset qui dirigeait l'Institut du goût, c'était ça son idée. C'était que l'enfant apprend en faisant les choses. Et donc on a tous fait une bonne recette qui a fait que finalement on a eu cette culture-là. C'est une très bonne chose. Et puis finalement aussi comme au Japon, regardez ce qui se fait au Japon. Il n'y a pas une classe qui n'est pas en cuisine. Exactement. Et il n'y a pas une classe qui ne débarrasse pas. Et donc il faut finalement faire avec les enfants et arrêter de leur dire ce qu'il faut faire avec. Et exactement, c'est l'exemple du Japon qui est mis en avant, où il y a des cours de cuisine. Et au Danemark aussi, je crois, il y a des cours de cuisine là-dessus. Alors, les banques alimentaires, jusqu'à présent, vous achetiez un peu sur les marchés d'intérêt nationaux. Non, toujours ça a été en local? C'est toujours en local. Non, aujourd'hui, mais historiquement. Non, on récupère tout ce que la GMS ne peut plus vendre. Et ensuite, on récupère, on trie et ensuite on redonne aux associations partenaires qui, eux, vont les donner aux plus démunis. Bon, alors je crois, Stéphane, tu as une proposition à faire à monsieur. Ah mais, là, j'en suis à peu près à 45 défis relevés à travers toute la France, donc des associations, des cantines, des familles. Relève donc mon défi, cahier des charges, repas de fête local chic et pas cher et bas carbone. Et là, maintenant, il y a des collectivités qui me passent commande pour justement mettre en image tout cela. Et à travers ce message, à travers cette émission, je souhaite lancer une petite info à l'ADEME qui a Agribalise comme calculateur du bilan carbone. Il n'y a pas la nuance faite entre l'élevage intensif et l'élevage extensif. Et ça, c'est pas juste pour nos éleveurs à l'herbe. Ouais. Et ça, c'est pas juste. Ça mériterait d'être vraiment enrichi pour coller au plus près. Parce que ça, c'est pas juste. Donc justement, on va le mettre. On est en train de monter les émissions, mais on mettra actuellement, selon le calcul actuel de l'ANEB, il n'y a pas de nuance faite, juste pour réparer une injustice. Et c'est vrai que une des banques alimentaires pourrait relever justement ce défi, locavore bas carbone, parce qu'en transformant et en achetant local, on est sans le savoir coproducteur de sécurité collective. Parce que lorsqu'on achète un produit qui vient de loin, on ne le sait pas, mais on fabrique de l'insécurité localement parce qu'on détricote par des non-achats des infrastructures nourricières territorialisées et notre microbiote alimentaire territorial. Donc en fait, lorsqu'on travaille les bons produits, lorsqu'on éduque à la transformation et à la production achetée au bon prix aux producteurs, sans le savoir, on fait de la sécurité. Donc j'invite les banques alimentaires, si elles le souhaitent, à relever mon défi. Je voudrais juste faire une petite rectification qui est quand même très importante, c'est que la banque alimentaire n'achète rien. Jusqu'à présent, c'est en train de changer puisque les dons faits par les grandes surfaces et les usines d'agroalimentaire sont en chute libre. Donc on est en train de mettre justement tout un protocole pour acheter, mais vraiment local. Et là, on est tout à fait dans la même... Il suffit de valoriser comme au prix d'achat et ça passe, avec plaisir, avec plaisir. Tout à fait. Alors, il faut que vous expliquiez pourquoi, parce que les grandes surfaces valorisent maintenant. Voilà, ils ont mis en place d'autres politiques pour vendre mieux. Qui font que vous avez moins de collecte, de ramasse, en fait, très, très directement. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On a beaucoup entendu parler, c'est le salon de la souveraineté. Enfin, tous les politiciens, les responsables parlent de souveraineté. Est-ce que pour vous, on est uniquement dans le domaine des mots ou est-ce qu'on est déjà dans les actes? Je dirais qu'on est effectivement dans le domaine des mots parce que c'est important quand même d'avoir des mots, mais qu'on est aussi dans le domaine des actes quand on regarde ce qui se passe sur les territoires. Alors on ne va pas se raconter d'histoire. On n'est pas dans une souveraineté alimentaire à 100%, mais il y a aujourd'hui sur les territoires de France et de Navarre, en métropole et hors métropole, un tas de choses qui se passent. Et je vais revenir sur ma petite marotte, que sont les projets alimentaires territoriaux. On a la chance depuis 2014 d'avoir des dispositifs qui ont été mis en place où on tend vers une reterritorialisation, une redéfinition parfois entre politique et économique de certaines filières, de la façon dont il faut travailler, ce qui est un peu le cas dans les Hauts-de-France. Donc on sent qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui est en route. Il y a effectivement des impulsions qui ont été données. Il faut poursuivre. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, l'heure est à fédérer toutes les initiatives et à faire en sorte qu'on puisse aller plus loin dans le domaine de l'expérimentation et de la différenciation sur les territoires. Parce que comme le disait Richard Ramos, ce qu'on mange dans le Nord, ce qu'on mange et ce qu'on produit dans le Sud, dans l'Est et dans l'Ouest, c'est pas la même chose. Donc,
une stratégie alimentaire nationale, parfait, pas de souci, mais que derrière, sur les territoires, on puisse avoir ce droit à l'expérimentation qui peut être une chance peut-être de tendre vers cette souveraineté. Et qu'est-ce qui freine? Ce qui freine aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la France, c'est pas le village d'Astérix qui vit toute seule. Donc la France, elle est dans l'Europe, la France, elle est dans le monde. Donc il y a aujourd'hui tout un tas de dispositifs qui existent. Tout à l'heure, on parlait de ces concurrences qui peuvent exister, qui sont tout à fait déloyales, entre des produits qui viennent de certains pays et qui ne sont pas du tout contraints de la même façon que sont effectivement les productions françaises. Donc il y aurait sans doute des choses sur lesquelles il faudrait qu'on se penche davantage, mais c'est une autre histoire. Richard Amos. Oui, moi je suis très content de ce que dit mon collègue sénateur parce que les plans territoriaux, c'est primordial. Il y a eu des efforts qu'on fait dans l'installation de petites structures agricoles. On a un gros effort sur monter des conserveries publiques. Je suis en train d'en monter dans mon territoire, c'est-à-dire finalement, regardez dans une cantine. On mange dans une cantine scolaire 144 jours, mais on amortit finalement son matériel sur toute l'année. Il faut monter des collectivités doivent absolument monter des conserveries publiques. Ça veut dire quoi une conserverie publique? Ça veut dire que là où mon petit producteur il a une surproduction à un moment donné, je viens dans ma cantoche qui se transforme en conserverie et je vais y faire ma conserve qui va durer 2-3 ans de vie. Et donc, une des idées que j'ai mis sur la table il y a plus de 4 ans dans la loi Egalim, c'est un projet 1001 conserveries publiques. Parce qu'on redonne du temps aux produits. On peut entre voisins aller faire sa conserve finalement, puisque comme on va plus à la messe ensemble, on va au moins faire les conserves ensemble. On peut dire à nos petits paysans, tu viens mettre en conserve, tu pourras vendre à la ferme. Et on pourra également dans des surproductions faire de la conserve dans des bocaux pour les cantines demain. Et donc je pense qu'il faut remonter toute la chaîne, et dans la chaîne il y a la transformation. Là il y aura des efforts à faire et à remettre quelques moyens sur les plans territoriaux, sur des conserveries publiques. Alors très intéressant, vous avez parlé de la loi Egalim. Justement, on a un peu de recul là-dessus. Il y avait l'idée que les collectivités s'alimentent avec des produits de qualité, notamment à un niveau qui est assez élevé. On n'est pas au rendez-vous là. Le problème, c'est que de temps en temps, on fait des lois, mais derrière, il faut les faire appliquer. Ça a été très compliqué parce que derrière, on nous dit avec l'inflation, les collectivités locales ont aussi du mal à faire. Moi, je crois qu'il faut tenir le cap de la loi, l'approvisionnement local et quand c'est possible en bio. Moi, je préfère un approvisionnement local, même s'il n'est pas bio, parce que je connais la personne qui produit sur mon territoire. Mais ça va dans le bon sens. Il faut continuer, mais aussi il faut à la fois, évidemment, les mairies pour les gamins, les départements pour les collèges et les lycées, le conseil régional, mais aussi il faut que l'État, notamment dans les hôpitaux, fasse l'effort de payer les choses au juste prix. On ne peut pas faire 3 repas dans un hôpital à moins de 2 €. Et donc, il faut aussi accepter le juste prix de ce qu'on va manger. Ça, c'est un vrai combat, parce que, quand on va dans un supermarché, quand on lève la tête, on voit toujours 2 pour 1, etc. Mais on ne voit jamais que le produit doit être bon et sain. Et donc ça aussi c'est un vrai combat de mettre le juste prix. Mais je pense que avec la proximité, avec tous ces plans territoriaux de l'alimentation, je pense qu'on va dans le bon sens. Mais il faut tenir le cap. De temps en temps, même quand on ne respecte pas la loi, il va falloir mettre des sanctions. Alors on parle de loi justement, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'accélérer les choses? Il y a une loi qui a bien marché, c'est la loi sur l'accélération des énergies renouvelables. On a voulu, on l'a fait. Vous l'avez fait. On ne pourrait pas faire une loi pour l'accélération de la souveraineté alimentaire? Oui, alors, il ne faut pas mettre, bien évidemment, je laisserai le sénateur, mais on ne peut pas mettre des lois partout. Je veux dire, il faut aussi, il y a la libre administration de nos collectivités, il faut que tout le monde se prenne en charge. Et l'État aussi, parce que l'État, de temps en temps, il est très fort pour dire aux autres ce qu'il faut qu'ils fassent, mais je le dis dans les hôpitaux, de temps en temps, j'ai honte pour les hôpitaux français. D'accord? Et donc l'État doit prendre sa part. Et donc il faut aussi créer des initiatives positives, qu'on ne soit pas toujours sous la contrainte. C'est du bon sens, mais il faut qu'on accepte le juste prix et aussi que le consommateur, les parents, quand c'est pour les enfants, acceptent de payer le juste prix. Et ça aussi, on est tous pareils, on est tous à donner des leçons de ce qu'il faudrait faire. Et quand on regarde notre propre caddie, des fois on n'est pas si vertueux que ça. Donc il faut s'appliquer ce qu'on dit. Allez-y. Non, moi plutôt qu'effectivement les contraintes, je crois plus à la force des démonstrateurs territoriaux qui existent aujourd'hui
Si on prend une région par exemple que j'ai découvert, la région Occitanie, où en Occitanie il y a tout un tas d'initiatives qui fleurissent, et la meilleure, effectivement, on parlait de l'éducation, c'est ce qui se passe dans les écoles, c'est ce qui se passe dans les collèges, où non seulement on ne dit pas au gamin ce qu'il doit manger, mais on lui explique ce qu'il peut manger et ce qui à terme effectivement il peut cuisiner. Et donc derrière c'est un mouvement qui embarque à la fois les gamins, qui embarque les parents, qui embarque tout le monde. Donc on avance dans le bon sens, et je pense que ces démonstrateurs territoriaux demain peuvent faire jurisprudence, et ce sont eux qui peuvent inciter à aller encore plus loin. Oui, mais mon idée, c'est pas de vous dire de mettre des contraintes, de vous dicter un peu ce qu'il faut faire, c'est de libérer les énergies, comme la loi sur l'accélération, justement, et par rapport au problème de l'administration qui freine justement l'application des lois. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de lever les verrous pour accélérer sur le plan de la souveraineté alimentaire? On est presque en guerre. On a un texte qui va arriver incessamment sous peu, qui s'appelle la loi d'orientation et d'avenir agricole, dans laquelle je pense il y a un tas de portes qui vont pouvoir être ouvertes pour voir faire, et je fais confiance à l'imagination des députés et des sénateurs, pour faire en sorte effectivement que ce sujet de la souveraineté alimentaire ça va être le fil rouge. À court terme, voilà, des vraies mesures. Autre question, vous avez développé dans une des émissions sur TV Agri l'idée de microbiotes territoriaux alimentaires. C'est quoi ? Alors justement, samedi, on a présenté justement l'exemple de l'Or Minervois, donc la coopérative Graines Équitable, qui a été labellisée par la Banque des Territoires comme démonstrateur territorial. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de produire des légumineuses avec également de l'élevage à l'échelle d'un territoire, mais également de mettre en place des outils de transformation pour après alimenter les collectivités locales à travers la commande publique pour des légumineuses, des céréales et tout ça. Donc en fait, quelque part, lorsqu'on a un microbiote, c'est un écosystème, un microbiote, qui est composé, je le vois, de 5 acteurs. Il y a ce club des 5. Et au niveau alimentation, c'est quoi? Producteurs, distributeurs logistiques, transformateurs, consommateurs et prescripteurs, les collectivités locales. Avec 60 ans de théorie des avantages comparatifs de Ricardo, eh bien, il y a plusieurs maillons qui ont sauté. Donc on se retrouve avec des microbiotes alimentaires de territoire dont il manque des maillons. Et ils sont artificiellement équilibrés par des perfusions, c'est-à-dire à 98% de notre alimentation qui arrive à travers les flux. Et s'il y a un problème sur ces flux longs, eh bien, ce microbiote qui est déséquilibré accouche de désordre. Et on l'a vu au début du Covid, on n'était pas loin des troubles à l'ordre public. Donc plus on musclera ces divers maillons de ce microbiote alimentaire et territorial, c'est-à-dire la production, les outils de transformation, la commande publique et la distribution, on aura comme quand Windows plante un mode sans échec. Il n'y a pas tout, c'est pas sexy, mais au moins l'essentiel fonctionne. Et ça, c'est de la prévention. Ce sont des mesures barrières alimentaires territorialisées pour limiter la saturation de nos infrastructures de sécurité. Donc en fait, le plus vieux sujet du monde, c'est le lien entre l'alimentation et la sécurité. Et pour moi, ça, il y a une grosse dose de régalien. Et pour moi, le Girondin peut soulager le régalien. Ce n'est pas le repli sur soi, mais on doit, à mon avis, faire chacun sa part. Et les territoires, s'ils avaient la compétence alimentation, ça faciliterait grandement les choses. Richard Ramos. Dans le microbiote que vous décrivez là, les maillons faibles de ce 5 piliers de votre microbiote, pour moi, c'est les outils de transformation publique et la logistique. C'est-à-dire qu'un petit paysan, il n'est pas fait pour aller livrer les restaurants de notre région, parce que ce n'est pas son métier, il est dans les champs. C'est pas à lui de donner plus de vie également. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille sur de la logistique et sur des outils de transformation. Il faut qu'on soit innovant sur les outils de transformation. Toute dernière question, on arrive au terme de l'émission, sauf si vous voulez rajouter juste un mot. Moi, je voudrais vous poser une question parce que, vu que je travaille pour la Banque alimentaire, pour les plus démunis, en écoutant ce que vous dites, qui est très vertueux et très beau, est-ce qu'on n'est pas en train de creuser un certain fossé social ? Avec le Covid, nous, à la Banque alimentaire de l'Isère, on donnait à manger pour 5000 personnes. Après le Covid, 8000 personnes. Si on fait une agriculture comme et une distribution comme vous le dites, est-ce qu'en face, la petite personne pourra acheter ces produits? C'est ça le problème. Et est-ce qu'on ne risque pas d'avoir deux formes de nourriture, une nourriture biologique super bonne pour les riches et pour les pauvres, rien? Mais voilà, c'est une question. Hein. Mais elle est judicieuse, c'est le combat de ma vie, qui n'est pas deux alimentations. C'est exactement ce que vous décrivez, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont des produits de luxe, on n'en parle pas, il y a des gens qui n'auront jamais les moyens, mais quand on mange le repas quotidien des Français,
eh bien on doit avoir quelque chose qui est sain. Mais par exemple dans des établissements comme les vôtres, peut-être que demain, moi je suis preneur qu'on échange, on peut vous aider à monter par exemple cette fameuse conserverie publique ou associative, qu'on vous trouve les fonds et que finalement on permette de donner à des gens des produits sains et abordables. Vous avez raison, le vrai danger c'est de créer deux alimentations, une pour les plus pauvres auxquels on mettra du sucre, du gras, du sel, ils auront le droit de crever plus vite. Et les riches et les bobos que nous sommes, on aura à avoir des produits de qualité. C'est l'enjeu qui s'ouvre devant nous. Il nous reste 1 minute pour la dernière question qui est importante. On a reçu Frédéric Descrozaille hier ou avant-hier. C'est une catastrophe ce qui se passe actuellement. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à la grande distribution, monsieur ? C'est une sacrée question que vous posez là qui nécessiterait plus d'1 minute. Faire confiance à la grande distribution, oui et non, oui et non, mais après, c'est une question d'éducation, c'est une question d'habitude, c'est une question de proximité qui font qu'aujourd'hui, le modèle de la grande distribution est le modèle facile par excellence. Sauf que quand vous vous penchez sur cette fameuse échelle territoriale, sur ces fameux microbiotes, vous avez aujourd'hui tout un tas d'autres réponses que la réponse offerte par la grande et moyenne distribution à des coûts qui plus est beaucoup plus intéressant et qui répondent à ce que vous dites. La finalité finalement de notre action et de ces projets alimentaires territoriaux, c'est de faire en sorte d'avoir la meilleure alimentation au moindre coût pour toutes et pour tous. Il y a des alternatives qui existent aujourd'hui. Encore faut-il que nos concitoyens puissent s'en saisir. Et je précise pour nos téléspectateurs, vous avez fait une loi et ils ne cherchent qu'à la contourner. Ils font des plateformes au Luxembourg et Frédéric Descrozaille essaye de faire une loi pour éviter le contournement. Est-ce qu'on peut être partenaire ? Mais dans l'hémicycle, il y a quelques semaines, j'ai eu des propos très durs contre Michel-Édouard Leclerc, même très très durs. Il fait 100% de son business en France, il monte une plateforme en Belgique. Il nous raconte que les box de négociation sont des box de bien-être. Tout ça, c'est de la littérature. De toute façon, la grande distribution, il la faut. Il y en aura toujours, mais elle ne connaît que le rapport de force. Et donc, c'est à nous, les parlementaires, de créer les conditions pour que le petit paysan, le transformateur soit payé au juste prix de sa prestation et la grande distribution multipliera. Et puis également le consommateur doit demander des comptes à la grande distribution parce que la grande distribution ne vit que parce qu'elle a des consommateurs. Et je le dis, attention, cette course au prix toujours bas, c'est inéluctable, c'est à la fin des mauvais produits. Quand vous prenez un saucisson bas de gamme et vous avez du sucre dedans, c'est parce que le sucre tient de la flotte et qu'on vend aux pauvres de l'eau alors qu'on voudrait vendre de la viande. Et donc il faut faire attention au prix bas, c'est souvent mortifère pour la santé des plus pauvres. Richard Ramos, merci beaucoup. Stéphane Linou, merci. Emmanuel Binder, merci. Et Frédéric Marchand, merci d'être venu ici pour ce débat et merci à vous.